Selon une toute dernière information en provenance de Damas, de très violents combats ont éclaté mardi matin entre les forces syriennes d'une part et les terroristes du front Al-Nosra dans l'est de la capitale Damas, exactement dans cette localité stratégique qui s'appelle Djobar. Depuis 2013, la capitale syrienne n'avait cependant fait l'objet d'aucune offensive d'envergure. Alors pourquoi une telle offensive à un moment pareil? En fait, le contexte général fait que aujourd'hui l'armée syrienne gagne sur tous les fronts, elle avance et progresse très vite. Donc après la grande victoire d'Alep et la réunification de la ville d'Alep, l'armée syrienne progresse rapidement sur tous les fronts. Donc d'abord sur le front d'Alep, l'élargissement du contrôle de l'armée syrienne sur de plus en plus de villages du gouvernorat d'Alep. En fait, là, c'est plus de 11 villes et villages ont été libérés déjà hier, en fait. Donc, du contrôle des terroristes. Ça, c'est d'une part, en fait, donc les grandes victoires de l'armée syrienne font que l'ennemi est de plus en plus mauvais, disons. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, il y a l'aspect des réconciliations aussi qui se font, par un dialogue syro-syrien, loin de toutes les tractations internationales, en fait. Il y a de plus en plus de reddition des combattants des terroristes qui rendent les armes et qui se mettent et qui reprennent en fait la vie de citoyens de l'État syrien. Donc bien sûr, ça ne se fait pas comme ça se fait par des régularisations et ça se fait par une période de réintégration, etc. Mais la plupart d'entre eux, d'ailleurs, tentent d'aider l'armée et vont coopérer avec l'armée syrienne contre les terroristes parce que, d'après ce qu'ils disent, nombre d'entre eux ont été obligés de porter les armes contre leur pays et contre la Syrie parce que ils étaient pris en otage et obligés de le faire, donc par les terroristes. Donc aussitôt maintenant qu'ils ont l'occasion, nombre d'entre eux se rendent. Je tiens à ce niveau, à ce propos, à rappeler donc une grande musalaha aux réconciliations a lieu actuellement à Homs, après les réconciliations importantes de Wadi Barada et à Alep, en fait, dans certaines parties d'Alep et de Hama, de Homs. Et là, aujourd'hui, à Homs, il y a eu aussi des réconciliations importantes à Damas, dans la banlieue de Damas, des réconciliations importantes à Rabareb, à Dera. Donc, en fait, ces réconciliations et ces accords, je peux dire, syro-syriens, ont progressé. Il y a de plus en plus de terroristes qui rendent les armes et donc bien sûr ça aussi fait que ceux qui veulent que les terroristes continuent et que le terrorisme continue en Syrie, donc ils sont en colère et donc ils les poussent aussi et ils s'acharnent à escalader le combat. Donc en fait il y a cet aspect. Et dernier point, je voudrais vous dire, il n'y a pas que il n'y a pas comment dire, ce ne sont pas seulement les succès ou les victoires de l'armée syrienne, plus les réconciliations, le nombre progressant des terroristes qui se rendent, mais aussi ça fait que ceux qui font travailler les terroristes, ils apparaissent eux-mêmes. Donc, on voit d'un côté Israël qui rentre en guerre et qui rentre dans le jeu de manière directe, alors que jusqu'à maintenant, il rentrait
ils aidaient Al-Nusra, ils donnaient des armes à Al-Nusra, ils dirigeaient Al-Nusra de manière logistique. Il y a une aide logistique, il y a une aide de renseignement, il y avait tous les moyens, mais aujourd'hui, comme Al-Nusra a failli et est en échec, hein, eh ben c'est eux qui rentrent directement dans le jeu. Donc il y a eu des bombardements, il y a eu des combats acharnés. Je pense d'abord, il est important de voir que toute agression, en fait toute présence étrangère en Syrie qui ne soit pas concertée avec l'État syrien est une agression en elle-même. Donc aussi bien la présence des terroristes que la présence des forces de la coalition qui prétend lutter contre Daesh, donc la coalition dirigée par les États-Unis, est en elle-même une agression. De la même manière, la présence turque aussi dans le nord de la Syrie est une agression puisqu'elle n'a jamais été concertée avec l'État syrien. Alors que la présence russe aussi, c'est la présence russe et iranienne, ce sont des présences concertées, pas seulement concertées, mais demandées par la Syrie. Donc en fait, nous travaillons dans le cadre d'un front et d'un axe pour l'indépendance des peuples et contre les agressions terroristes et de toute forme. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, les Américains ont prétendu toujours qu'ils voulaient lutter contre Daesh et en réalité, qu'est-ce qu'on voit? Leur intervention contre Daesh a provoqué plutôt l'élargissement des territoires contrôlés par Daesh. Donc, ils ont toujours servi Daesh plutôt qu'autre chose, tout en sachant que Daesh a été leur propre création. Les Américains, d'ailleurs, l'ont affirmé à plusieurs reprises. Hillary Clinton l'a dit, Al-Qaïda, c'est nous qui l'avons créé. Elle a dit aussi, ISIS, c'est nous qui l'avons créé. Nous l'avons utilisé. Donc, il est clair que les États-Unis ne peuvent pas, ne sont pas contre Daesh. Sans parler du nombre de fois où ils ont, soi-disant par erreur, donné des munitions et des armes à Daesh et voire même envoyer des renforts. Nous n'oublions pas aussi les soi-disant bombardements par erreur, les bombardements dits par erreur de l'armée syrienne, des positions de l'armée syrienne dans la montagne à Serda, à côté de Deir ez-Zor, où il y a eu 100 soldats syriens qui ont dépéri et c'était un bombardement pendant une heure et demie. Pendant une heure, une heure entière en fait, où ils prétendaient après que c'était une erreur. Donc, quelques minutes après, Daesh investissait la place. Donc, c'était plutôt de l'aide à Daesh qu'ils donnaient et à ISIS plutôt qu'une lutte contre Daesh. Donc, en fait, clairement, et je pense que le président Assad a tout à fait raison de ne pas avoir confiance dans les Américains, sachant qu'en plus, ils renaclent toujours et ils ne veulent absolument pas coordonner avec l'État syrien. Donc c'est une agression en elle-même aussi. La présence américaine est une agression contre la Syrie, de la même manière que la présence turque dans le nord, quel que soit l'objectif déclaré qui est celui de lutter contre le terrorisme, et alors en réalité, ce n'est pas du tout ça. On ne sait pas quel est leur objectif. En tout cas, ce n'est pas celui de lutter contre le terrorisme, puisque les terroristes se renforcent à chaque fois que les Américains passent par là. Donc voilà, ils ont des objectifs non déclarés qui, à mon avis, est l'objectif de continuer à agresser la Syrie et à mettre la pression pour imposer leurs diktats et leurs hommes qui sont rien d'autre que la coalition, le Conseil dit national dit syrien, etc., qu'ils veulent imposer au gouvernement et ils essayent de les faire passer par la force. Quand ils n'arrivent pas par la force militaire, ils essayent de rentrer par la porte des négociations. Donc on les a vus aussi, on a vu à Genève hein, avec de Mistura et les autres, on a vu qu'ils acceptaient aussi
que les terroristes déambulent dans les couloirs de Genève, soi-disant. Alors que les informations font état du déploiement des troupes et des convois militaires américains non seulement dans le nord de la Syrie, mais aussi dans la périphérique de Raqqa, Bachar Assad dénonce vivement toute action militaire non coordonnée avec Damas, en territoire syrien. Selon le président syrien, Damas compte sur la Russie pour endiguer les agressions israéliennes à l'avenir. À votre avis, la Syrie peut-elle compter sur Poutine pour contrer Israël? Je pense d'abord, il est important de voir que toute agression, en fait, toute présence étrangère en Syrie qui ne soit pas concertée avec l'État syrien est une agression en elle-même. Donc, aussi bien la présence des terroristes que la présence des forces de la coalition qui prétend lutter contre Daesh, donc la coalition dirigée par les États-Unis, est en elle-même une agression. De la même manière, la présence turque aussi dans le nord de la Syrie est une agression puisqu'elle n'a jamais été concertée avec l'État syrien. Alors que la présence russe aussi, c'est la présence russe et iranienne, ce sont des présences concertées, pas seulement concertées, mais demandées par la Syrie. Donc en fait, nous travaillons dans le cadre d'un front et d'un axe pour l'indépendance des peuples et contre les agressions terroristes et de toute forme. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, les Américains ont prétendu toujours qu'ils voulaient lutter contre Daesh et en réalité, qu'est-ce qu'on voit? Leur intervention contre Daesh a provoqué plutôt l'élargissement des territoires contrôlés par Daesh. Donc, ils ont toujours servi Daesh plutôt qu'autre chose, tout en sachant que Daesh a été leur propre création. Les Américains, d'ailleurs, l'ont affirmé à plusieurs reprises. Hillary Clinton l'a dit, Al-Qaïda, c'est nous qui l'avons créé. Elle a dit aussi, ISIS, c'est nous qui l'avons créé. Nous l'avons utilisé. Donc, il est clair que les États-Unis ne peuvent pas, ne sont pas contre Daesh. Sans parler du nombre de fois où ils ont, soi-disant par erreur, donné des munitions et des armes à Daesh et voire même envoyer des renforts. Nous n'oublions pas aussi les soi-disant bombardements par erreur, les bombardements dits par erreur de l'armée syrienne, des positions de l'armée syrienne dans la montagne à Serda, à côté de Deir ez-Zor, où il y a eu 100 soldats syriens qui ont dépéri et c'était un bombardement pendant une heure et demie, pendant une heure, pardon, une heure entière en fait, où ils prétendaient après que c'était une erreur. Donc, quelques minutes après, Daesh investissait la place. Donc, c'était plutôt de l'aide à Daesh qu'il donnait et à ISIS plutôt qu'une lutte contre Daesh. Donc, en fait, clairement, et je pense que le président Assad a tout à fait raison de ne pas avoir confiance dans les Américains, sachant qu'en plus, ils renaclent toujours et ils ne veulent absolument pas coordonner avec l'État syrien. Donc c'est une agression en elle-même aussi. La présence américaine est une agression contre la Syrie, de la même manière que la présence turque dans le nord, quel que soit l'objectif déclaré qui est celui de lutter contre le terrorisme. Et alors en réalité, ce n'est pas du tout ça. On ne sait pas quel est leur objectif. En tout cas, ce n'est pas celui de lutter contre le terrorisme, puisque les terroristes se renforcent à chaque fois que les Américains passent par là. Donc voilà, ils ont des objectifs non déclarés qui, à mon avis, est l'objectif de continuer à agresser la Syrie et à mettre la pression pour imposer leurs diktats et leurs hommes qui sont rien d'autre que la coalition, le Conseil dit national dit syrien, etc., qu'ils veulent imposer au gouvernement et ils essayent de les faire passer par la force. Quand ils n'arrivent pas par la force militaire, ils essayent de rentrer par la porte
des négociations. Donc on les a vues aussi. On a vu à Genève hein, avec de Mistura et les autres. On a vu qu'ils acceptaient aussi que les terroristes déambulent dans les couloirs de Genève, soi-disant. Donc voilà, c'est tout ça. C'est en fait une manière euh, en fait, de faire par toutes les solutions, par tous les moyens, réaliser de, comment dire, de destruction de l'État syrien et surtout de destruction de la souveraineté de la Syrie pour imposer des gens qui puissent accepter de manière systématique le diktat américain. Israël a lancé une vaste campagne médiatique contre l'Iran, le Hezbollah et le Hamas en prélude à une troisième guerre que Tel Aviv compte lancer. Mais Netanyahou a-t-il, oui ou non, le feu vert de Donald Trump pour déclencher une troisième guerre contre le Liban? En fait, je pense qu'il y a quand même un point commun très fort entre Trump et Netanyahou, c'est l'hostilité à l'Iran dans le discours et dans toute l'appellation, enfin tout ce qui a été dit de la part de Trump par rapport à l'accord nucléaire iranien, par rapport à sa volonté de ne pas le signer, alors que finalement, de toute façon, il n'avait pas le choix, et ça, c'est l'administration américaine l'a repris un peu en main et lui a rappelé que de toute façon, c'est signé et il ne peut pas revenir en arrière. Donc, en fait, je pense que Netanyahou essaye de tirer aussi son épingle du jeu, puisque Netanyahou a très peur de cet axe de la résistance, en fait, qui va de l'Iran jusqu'à la Syrie et jusqu'à la Palestine, en fin de compte, en passant par la Syrie et le Hezbollah. Et il ne rate pas une occasion pour essayer de démonter cet axe et cette grande alliance entre la Syrie, l'Iran et j'espère que l'Irak en fera partie de manière aussi solide bientôt et le Hezbollah et la résistance palestinienne. Je pense que ça fait partie de son travail d'essayer de défaire cet axe, sachant, je pense, que depuis le début, la Syrie et l'Iran sont visés par toute cette agression terroriste dans la région, puisque déjà depuis 2003, Colin Powell demandait au président Assad de casser toutes les relations avec l'Iran, d'arrêter les relations avec l'Iran et puis de se mettre avec plutôt avec les pays dits modérés, etc., avec l'Arabie saoudite et le Qatar. N'est-ce pas? Bien sûr, nous avons refusé. La Syrie, enfin, le président Assad a refusé, mais toute la Syrie, le pouvoir syrien a refusé. Et c'est bien une des raisons de cette guerre contre la Syrie. Hein. Donc, mais je pense que de toute façon, quoi qu'il fasse, hein, le lien entre la Syrie, l'Iran, le Hezbollah est un lien stratégique. Ce n'est pas un lien conjoncturel, ce n'est pas un lien occasionnel, c'est un lien stratégique. Et aujourd'hui, même les relations avec la Russie devient peu à peu aussi prend plus de contenu et devient stratégique aussi et important. Mais c'est sûr que cet axe de la résistance est un axe très fort qui s'est renforcé dans la lutte contre le terrorisme et ça fait peur à Israël et tant mieux. Non seulement ils ont très peur, mais et ils ont raison d'avoir peur parce que en fait ils ne peuvent plus faire dans la région comme ils voudraient. Ils ne peuvent plus agresser les peuples de la région tels qu'ils veulent. Ils ne peuvent plus piller les richesses de la région telles qu'ils le faisaient avant. Et en fait, et ils ne peuvent plus avoir des vallées dans la région
comme c'est le cas d'ailleurs à côté. Malheureusement, dans les pays arabes voisins qui sont la Jordanie, l'Arabie Saoudite, le Qatar, etc., qui se sont transformés complètement en vallées des Américains plutôt que de pays souverains. Donc, ils ont perdu leur souveraineté. Et l'important pour les Syriens, les Iraniens et le Hezbollah et aussi, c'est qu'ils tiennent à leur souveraineté, ils tiennent à ce que les peuples aient aussi leur fierté et leur indépendance, ce qui est pas, et ce qui est aussi ce qui converge avec le combat des Russes qui veulent faire appliquer la charte de l'ONU, donc le respect des droits des peuples à disposer d'eux-mêmes d'un côté, le respect de non-ingérence, la non-ingérence dans les pays, quelle que soit la contradiction qu'on peut avoir, la non-ingérence militaire, la non-ingérence politique, etc. Donc une application de la charte de l'ONU. Donc là, on voit qu'on a des objectifs communs et nos politiques convergent dans ce cadre-là. Donc bien sûr, et il y a plus d'un point, les accords économiques, les accords de solidarité entre nos peuples continuent et ça permet qu'on résiste plus. D'ailleurs, on pourrait à cette occasion dire saluer quand même l'importance du soutien que l'Iran apporte au peuple syrien dans ces déboires actuels et que tel que le peuple syrien l'avait apporté dans ses déboires au temps de la guerre avec Saddam Hussein. Et je pense que ce sont de bons procédés entre pays amis mais qui adhèrent au même principe.